Merci Jean-Philippe. Donc voilà, donc après toutes ces explications qui nous ont été données concernant la nouvelle gouvernance et aussi concernant les dispositifs et le mode qui est prévu pour cette gouvernance, si vous en êtes d'accord, donc nous allons donc passer à une table ronde au cours de laquelle nous allons essayer avec les invités, essayer de voir quelle pourrait être la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance de la formation en Martinique. Donc, avant de les appeler, je profite pour signaler la présence de M. Daniel Marissette, conseiller régional, membre de la commission permanente, mais aussi membre de la commission formation et éducation tout au long de la vie. Alors, donc, nous appelons donc à la table ronde. Tout d'abord, je commence par M. Ronan Lostic, le diète. Alors, normalement, le président de la commission ne va pas tarder à arriver. On continue. Les partenaires sociaux, M. Alexandre Wichol, représentant la CGPME. Monsieur Éric Belmar, représentant l'Union départementale de forces ouvrières. Et Monsieur Florent Jean-Baptiste, représentant CFE-CGC, le syndicat des cadres salariés. Et pour pouvoir, alors bien entendu, Jean-Philippe, tu rejoins les collègues à la table ronde. Et pour pouvoir animer cette table ronde, j'appelle donc Monsieur A, je vous cherchais, Monsieur Charles Larcher, représentant le MEDEF. Et pour animer cette table ronde, donc je demande à Madame Myriam Singré, directrice générale de la GEFMA, de bien vouloir prendre place. Alors c'est vrai que, messieurs, vous auriez dû laisser une place pour que la dame puisse se mettre au milieu. Ça va? Ça aurait été bien? Non, mais il y a mes trois... Non, pour pouvoir bien les voir. Voilà. Je ne sais pas. Alexandre ou Jean-Baptiste, décalez-vous. Voilà. 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 Donc, vous avez des micros. Donc, Myriam, tu récupères le premier micro. Et nous allons commencer. J'espère que le président nous rejoindra sous peu. Voilà. Bien, mais merci Max de nous passer la parole. Voilà, nous voilà partis pour un petit temps d'échange. D'abord dans le cadre de la table ronde et puis après nous prendrons quelques questions dans la salle. Donc nous allons démarrer avec une première question. Alors moi je serais intéressée à entendre d'abord et avant tout Monsieur Léostic, puisque en fait la loi vient d'être votée. Elle nous donne un cadre particulier, un cadre de travail. C'est vrai que ça paraît extrêmement, chargé pour pouvoir aboutir à la mise en place de l'ensemble de ces dispositions. Alors, Monsieur Léostic, est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que représentant de l'État, quelle est, selon vous, en fait, la philosophie générale de cette loi ? Et puis, quels en sont les points forts ? Je vous laisse la parole. Pardon, je faisais des essais. J'étais vraiment malotru. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je dirais que l'État il voit un intérêt à plusieurs titres. Le premier, il est dans la clarification, c'est-à-dire comme cela a été rappelé lors de l'intervention précédente. C'est vrai que pour le coup, sur les politiques de la formation professionnelle et sur l'orientation, c'est clairement le Conseil régional. Sur la politique de l'emploi, c'est clairement l'État. Je parle des chefs de file. Dans les deux cas, en tout état de cause, et c'est notamment le cas en Martinique, le partenariat, il existe et continuera à exister. Mais un premier élément, c'est celui de la clarification. C'est important aussi pour les acteurs qui sont nombreux dans cette salle, et d'ailleurs, je m'en réjouis. Donc ça, c'est important. Premier point. Le deuxième point, il est dans l'organisation de la gouvernance elle-même. Notamment, j'évoque le CREFOP. Il consacre, parce que ce terme, il me semble important, il consacre une gouvernance quadripartite, avec notamment, outre, je dirais,
le Conseil régional et l'État, qui effectivement copilotait au niveau du CCREFP, avec la présence des partenaires sociaux, mais il n'y avait simplement qu'un copilotage. Nous sommes réellement dans une phase différente, celle d'une implication forte, directe et totale des partenaires sociaux. Et cela, ça me semble aussi, pour la raison, quelque chose de fondamental, parce que qui sont finalement les mieux placés pour aussi faire remonter un certain nombre de réflexions du terrain aux acteurs institutionnels que nous pouvons être, qui sommes en charge de l'impulsion des politiques, certes, mais finalement, la politique, elle se nourrit aussi du terrain. Donc, évidemment, d'avoir des représentants d'employeurs et de salariés sur ces sujets autour de l'emploi, bien sûr, mais autour de l'orientation, autour de la formation professionnelle, ça me semble aussi une évolution majeure. Alors, évidemment, un des enjeux autour de ce nouveau CREFOP pour ce qui concerne la Martinique, que l'on espère pouvoir mettre en place avant la fin de l'année, évidemment. Hein. Les textes sont imminents. Et nous envisageons même de commencer à le préfigurer avant même la sortie des textes. Donc, en tout cas, de commencer à y travailler. Donc, enjeu majeur, partenaires sociaux, remontée de terrain, implication forte. Donc ça, moi j'y vois vraiment un intérêt. Ça nous permettra aux uns et aux autres aussi d'organiser différemment la gouvernance autour de ces sujets éminemment importants. On a beaucoup évoqué la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il est évidemment clair qu'on est au cœur de ces sujets-là aussi. Et cette gouvernance quadripartite nous permettra forcément d'avancer sur ces thématiques. On connaît la structuration du tissu économique en Martinique. Très petites entreprises. Donc forcément, ces sujets-là sont importants. Ce sera aussi une des difficultés du nouveau CREFOP et de son fonctionnement, puisque forcément, un des enjeux va être, à mon avis, une amélioration du dialogue social, notamment dans les branches, en tout cas sa structuration. Mais je laisserai peut-être les représentants des employeurs et des salariés sur ces sujets-là. Mais en tant que représentant de l'État et notamment de la DIECT, et je n'oublie pas qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais aussi directeur du travail dans une direction départementale du travail. Donc j'ai aussi ça bien en tête. Le dialogue social, notamment territorial, et la structuration dans les branches est un élément aussi majeur pour la réussite de cette nouvelle gouvernance, me semble-t-il. Enfin, troisième point, et j'en arrêterai là pour cette première question. Je suis navré quand on me passe le micro, j'ai du mal à m'en séparer. En termes de points forts, donc également, c'est évidemment la réorientation de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin, notamment avec un rôle majeur des OPCA. La simplification du système de collecte, je sais que ça a été évoqué, mais ça, forcément, la lisibilité pour les employeurs, pour les salariés, pour les différents acteurs, c'est un élément essentiel, vers l'unicité des taux notamment. Évidemment, pour moi, c'est un élément important, l'obligation de former plutôt que de cotiser, même si la cotisation existe aussi. Mais je veux dire, on est aujourd'hui dans une logique d'action dans l'entreprise au bénéfice notamment des salariés et donc de la compétitivité elle-même des entreprises, puisque l'idée est évidemment de les pérenniser tout en s'adaptant aux besoins de formation des salariés. Et évidemment, mais on y est revenu largement sur le compte personnel de formation, forcément, que ce compte qui accompagne la vie professionnelle des salariés est un élément également, me semble-t-il, tout à fait important. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai peut-être dépassé la question elle-même, mais bon, pour le coup, puisque j'avais le micro. Voilà, non, mais vous n'avez pas dépassé la question. Et puis, je vais même vous demander de garder le micro, puisque vous l'aimez bien. Pour une seconde question, avant de passer à d'autres interlocuteurs, simplement, vous avez souligné le rôle très important des partenaires sociaux dans cette nouvelle loi. Et effectivement, on les voit on voit leur intervention à différents niveaux. Je voulais quand même vous interroger sur la question des branches, puisque vous en avez parlé. Effectivement, en Martinique, tout le monde sait qu'il y a des difficultés à ce qu'on ait une organisation en branche qui soit, je ne vais pas dire satisfaisante, mais enfin, tout le monde est conscient des difficultés qu'on rencontre en termes d'organisation en branche. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sera une difficulté pour les travaux qui nous attendent, et comment vous voyez les choses ?
ce qui est important, c'est un peu ce que j'ai évoqué dans ma première intervention. Il faut en être conscient. Je pense que les partenaires sociaux ici le sont sur ces sujets-là. Les différentes institutions qui y travaillent ardemment, hein, je pense à l'ARACT, je pense à d'autres acteurs également, sont aussi conscients de ces sujets-là. C'est un enjeu, forcément. Ça veut dire que j'ai envie de penser, car on est aussi en charge, si les partenaires sociaux le souhaitent, d'aider à faire en sorte que des négociations puissent permettre dans telle ou telle branche à les structurer. Je rappelle que l'État ne peut pas imposer. Hein. L'État peut aider, accompagner, appuyer, tenir éventuellement le stylo, enfin des choses très très concrètes. Hein. Mais en tout cas, on n'écrit pas ce que les parties ne veulent pas et on ne met pas autour d'une table pour négocier une structuration de branche si les parties elles-mêmes ne le souhaitent pas. Donc il y a tout un rôle effectivement d'impulsion et d'incitation. Moi, je pense que le CREFOP, en tout état de cause, et en tout cas pas le CREFOP en tant qu'institution, parce que finalement, ce qui est important pour nous tous, c'est ce qu'on va y faire. Hein. Donc on sait déjà, enfin en tout cas c'est ma position, je ne sais pas ce qu'en pensent les partenaires sociaux qui sont à cette table ronde, mais ils nous le diront très certainement. M. Ricol et M. Bellemare, M. Larcher également, mais c'est si on n'avance pas sur le sujet des branches, on va être vite confronté à une difficulté pour mettre en œuvre tout simplement les dispositifs ou les actions que le CREFOP lui-même aura décidé d'impulser. Donc j'ai envie de penser que par nécessité, puisqu'on sera tous animés les uns et les autres de l'intérêt général, nous aidera. Ce sera une des possibilités, à mon avis, une ouverture possible pour nous aider tous collectivement à travailler sur la structuration des branches, outre le fait que c'est important pour la Martinique en termes de dialogue social. Merci, Monsieur Léostic. Effectivement, on va continuer avec les partenaires sociaux. L'une des applications, des interventions des partenaires sociaux dans le cadre de cette nouvelle loi, c'est l'élaboration des listes de formation qui vont permettre l'accès au compte personnel de formation par le biais des COPAREF. Et ma question suivante sera à Alexandre Richol, qui est président de la CGPME. Et en fait, elle est la suivante. Comment voyez-vous en fait l'installation de cette nouvelle instance, COPAREF, qui succède à la COPIR? Et selon vous, par rapport en tant que chef d'entreprise et par rapport à ce que vous voyez aussi autour de vous, quelles seraient dans ce cadre-là les formations, quelques formations prioritaires à mettre en place? Alors, avant toute chose, je devrais dire que c'est un véritable enjeu pour la Martinique, puisque nous avons à travers cet exercice l'occasion de pouvoir déterminer de façon, je ne dirais pas définitive, mais en tout cas de mettre en place une cartographie suffisamment précise des compétences dont nous avons besoin sur le territoire à travers les entreprises qui la composent. Maintenant, c'est un enjeu extrêmement difficile à réaliser, en tout cas à mettre en place, compte tenu de la taille des entreprises, de la compétence des chefs d'entreprise qui sont dans ces organisations de travail, et bien entendu l'habitude nécessaire que nous devons acquérir à terme de discuter ensemble pour mettre en place un certain nombre de choses. Donc la liste, je serais bien incapable aujourd'hui de dire quelle nature elle pourra avoir. Maintenant, il y en a une qui me vient tout de suite, c'est les compétences clés. Aujourd'hui, nous avons une vraie problématique, quels que soient les secteurs d'activité. Nous avons un besoin de formation initiale qui est très très important et qui aujourd'hui est un facteur bloquant pour toute montée en compétences dans l'entreprise. Donc je crois que tant qu'on ne sera pas passé par là, beaucoup de choses seront compliquées. Après, il y a énormément de métiers, énormément de besoins aujourd'hui. Je pense au numérique, je pense à l'organisation, je pense à la gestion. Il y a énormément de choses à faire pour rendre nos entreprises plus performantes. Donc je crois qu'aujourd'hui, on pourra très rapidement se mettre autour d'une table en fonction des tailles, en fonction des secteurs, en fonction des enjeux, en fonction de la stratégie de développement que peut impulser la région.
Je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'ensemble des ingrédients pour pouvoir se projeter à moyen terme sur les besoins en formation sur le territoire. Monsieur Richol, je vais me tourner vers Monsieur Larcher, représentant du MEDEF. En général, au MEDEF, nous avons plutôt de plus grandes entreprises, on va dire ça comme ça. Et on l'a vu, hein, l'implication des partenaires sociaux va intervenir au sein des entreprises, va être renforcée, je vais dire, au sein des entreprises. On a parlé ce matin des entreprises de plus de 300 salariés où il était nécessaire d'articuler une GPEC avec le plan de formation. Il y a un certain nombre de nouvelles obligations. Alors, ma question serait comment vous voyez ces évolutions en tant que représentant du MEDEF ? Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à excuser le président du MEDEF qui est retenu par d'autres engagements. Il est clair que pour nous, mettre la formation au cœur des négociations et dans les entreprises est très importante. Dans le sens où, premièrement, elle renforce l'importance du dialogue social. C'est une des priorités des partenaires sociaux, dont bien entendu le MEDEF, et une des priorités et la volonté même du gouvernement. Donc, le dialogue social est un point très important dans notre territoire comme partout ailleurs dans l'ensemble français. Et il est clair que pour nous, mettre la formation au cœur de ce dialogue social, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que cette démarche renforce en fait la responsabilité des acteurs qui sont plus impliqués finalement en amont. Et donc on arrive plus facilement ainsi à développer, à déceler et à travailler sur les besoins de formation des salariés et bien mettre ces besoins de formation des salariés en adéquation avec les besoins des entreprises. Le marché évolue, le marché dans lequel vivent nos entreprises évolue, et il faut que ces entreprises soient même à répondre aux nouvelles attentes du marché. On ne peut pas y arriver, on ne peut pas y parvenir si nos salariés ne sont pas parfaitement formés. Et le fait d'impliquer effectivement de la sorte les entreprises est la bonne voie pour nous permettre d'avoir des salariés qualifiés, donc des entreprises performantes, donc des possibilités de développement d'activités, donc d'emploi. Le troisième point, c'est le renvoi aux accords d'entreprise, est aussi une manière effectivement de rapprocher les partenaires sociaux et de nous amener effectivement à plus prendre en compte les entreprises en fonction de leur taille, en fonction de leurs activités. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des secteurs aujourd'hui dans notre petite Martinique qui souffrent énormément de la crise. Le bâtiment, par exemple, est un secteur sinistré. Il est clair que la situation d'une entreprise qui est dans le bâtiment ou même dans le second œuvre, une industrie dans le second œuvre, par exemple, ne sera pas du tout la même qu'une entreprise de service de la grande distribution ou une petite entreprise qui travaille avec cette grande distribution ou dans l'alimentaire. Donc la prise en compte de la taille des entreprises du secteur d'activité est un élément très important. On sait que les mesures qui vont tenir compte de la taille des entreprises sont plutôt favorables à une bonne prise en compte des problématiques. Quand on essaie d'avoir des décisions ou des positions qui veulent être unanimes sur toutes les entreprises, de la même façon, on a à ce moment-là quelques difficultés à voir les choses s'appliquer. Je retiens l'une des phrases pour passer à l'intervention suivante. Vous avez dit qu'il faut mettre la formation au cœur du dialogue social. Monsieur Léostic disait tout à l'heure, la formation doit profiter à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, il faut vraiment aujourd'hui une discussion entre l'employeur, les salariés, pour construire le plan de formation et en fonction des besoins de l'entreprise, mais aussi du salarié, pour rendre les salariés performants. Et l'une des mesures, des nouvelles mesures qui sont mises en place par la loi, c'est l'entretien professionnel. Alors je vais me tourner vers M. Bellemare, Éric Bellemare, FO, et l'entretien professionnel, c'est l'une des mesures phares de la loi. Donc je sais que FO s'est vraiment positionné sur l'entretien professionnel dès les négociations, dès l'ANI, l'élaboration de l'ANI. Alors moi je voudrais savoir, selon vous,
En quoi est-ce une avancée pour les salariés? Et par ailleurs, en quoi cet outil va favoriser la gestion des parcours des salariés? Alors, bonsoir. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités. Hein. Et puis, au moins, ça a mis à l'ordre du jour et entre nous un maître mot, le dialogue social. Tout le monde est prêt à négocier, tout le monde est prêt à s'entendre. Mais bon, on va organiser les branches, j'ai entendu ça aussi. On va permettre de discuter pour pouvoir mettre la formation au cœur de tout. Mais c'est comme l'amour, hein, il faut être deux. Et puis, pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. Alors, pour revenir à ce point fondamental de ce projet qu'est l'entretien professionnel, il est déjà destiné à tout salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, c'est vrai que il y a des difficultés pour les salariés à discuter. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un tissu socio-économique où la majorité des entreprises sont des très petites, des moyennes et des très petites entreprises. Mais ce dispositif concerne tous les salariés et a pour objectif principal de permettre une évolution professionnelle du salarié dans une perspective de qualification et d'emploi. Alors, comment ce dispositif va se décliner? Il va se décliner déjà en plusieurs rencontres. D'ores et déjà, dès l'embauche, l'employeur aura à informer le salarié de ses entretiens d'embauche tous les 2 ans. Ce seront des entretiens d'embauche pour faire le point sur l'évolution professionnelle, sur la qualification. Et c'est un entretien qu'il faut distinguer de l'entretien d'évaluation. Hein? C'est un entretien... Pourquoi non? Ah, d'accord. Je crois que vous dites non. Je sais pas. Non, je ne sais pas. Je vois la dame dire non, alors je ne sais pas. Alors. Je dis peut-être que j'ai fait une erreur, je dis quelque chose qui n'est pas... Alors, il faut distinguer cet entretien professionnel de l'entretien d'évaluation. Alors, tous les 2 ans, on va faire le point avec le salarié sur sa formation, sur ses besoins en formation, naturellement en fonction des capacités dans l'entreprise pour lui permettre une évolution. Et puis, tous les 6 ans, il y aura un entretien plus formalisé, où on devra faire le point avec le salarié sous 3 critères. Les actions de formation qui ont eu lieu durant ces 6 ans, les évolutions professionnelles, salariales, individuelles ou collectives, et les actions de validation des acquis d'expérience ou de certification, même partielle. Alors, pour les entreprises, je ne sais pas, regarde, d'au moins 50 salariés qui ne pourront pas justifier pour leurs salariés d'au moins 2 critères parmi ces 3, il y aura ce qu'on appelle un abonnement correctif. C'est-à-dire que le compte personnel de formation sera abondé de 100 heures. Si le salarié travaille à temps plein et 130 heures s'il travaille à temps partiel. Puisque, voilà. Donc, voilà déjà les principales caractéristiques de cet entretien professionnel qui devrait permettre, et je rappelle, ce n'est pas un entretien d'évaluation, c'est faire le point sur l'évolution, le besoin de formation du salarié. Oui. Bien entendu, j'ai une question complémentaire. Sur cet entretien professionnel, dans le cadre de cet entretien professionnel, effectivement, il y a un entretien tous les 2 ans et puis après, il y a un entretien renforcé tous les 6 ans. Et dans nos discussions préalables à la mise en place de la table ronde, j'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur la mise en place sur la manière dont l'entretien professionnel pouvait contribuer à la mise en place d'un encadrement intermédiaire. Et est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, sur le fait que ça va permettre de professionnaliser un certain nombre de salariés pour les emmener un peu plus loin? Est-ce que vous pouvez nous en parler là, de votre vision des choses? Il y a le président qui arrive. Alors,
pour tout dire, hein, cette observation faisait suite à une observation du côté employeur qui disait qu'il était difficile de faire monter des gens en compétences parce que, ou alors déjà il était difficile de procéder à des recrutements dans des petites unités économiques et tout. Et j'avais objecté à ce moment que, bien au contraire, l'entretien professionnel, oui, il faisait aussi état de manque d'encadrement intermédiaire. Et j'ai saisi la balle au bon en lui disant, cher camarade patron, c'est l'occasion d'utiliser l'entretien professionnel afin de faire monter en compétence des salariés par le biais de la formation, comme tout le monde l'a dit cet après-midi, qui est au cœur maintenant du dispositif et de la vie sociale d'entreprise, pour susciter et créer à l'intérieur, sans un recrutement supplémentaire, à l'intérieur de la structure, un encadrement intermédiaire, qui serait une façon, de valoriser l'expérience et les acquis d'expérience, et puis une montée en charge, une valorisation aussi de la professionnalisation, parce que celui qui monte en charge, qui devient un encadrement intermédiaire, c'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise, qui s'est approprié le travail et qui se voit, et c'est très important pour les salariés, qui voit son travail reconnu. C'est ça, la reconnaissance de son travail par le biais de la formation et le biais de la reconnaissance par la reconnaissance d'une qualification qu'il a obtenue par sa formation. Alors, pour cette intervention, et donc restons sur les... Vous vouliez compléter ? Non, il n'y a pas de souci. Restons sur la qualification des salariés et sur les nouveaux droits qui leur sont ouverts. Ma question sera à Florent Jean-Baptiste. L'une des autres mesures phares de la loi, c'est le compte personnel de formation. Alors, c'est vrai qu'il est ouvert à toute personne, c'est un droit universel, on l'a dit ce matin. Eh bien, comment voyez-vous en quoi ce compte personnel va améliorer l'accès aux droits individuels de formation de tout public, puisque finalement, il est ouvert aussi bien aux salariés qu'aux demandeurs d'emploi. Certes, à la CFE, on s'est réjoui effectivement qu'il y ait eu une avancée. Oui, pardon. Non, je disais qu'à la CFE, on s'est réjoui qu'il y ait eu une avancée, fût-elle substantielle, puisqu'on passe de 120 à 150 heures. Néanmoins, on s'est dit que c'était peut-être le moment, dans la mesure où l'État mettait en œuvre le CFP, le CPF. C'était, à notre sens, le moment de mettre en place des synergies avec notamment les territoires, donc ceux qui ont la responsabilité de la formation en région, pour abonder par des niveaux de formation différents et des quotas de formation et singulièrement pour les bas niveaux de qualification. Et bien entendu pour ceux qui ne sont pas à l'emploi. Il va sans dire que mettre en place le CPF, ça va apporter quand même un regain d'activité, notamment dans les entreprises, dans les services RH, mais aussi, j'en parlais ce matin encore avec un cadre d'AGFOS PME, il ne faut pas oublier que les OPCA auront toujours en charge la collecte, ça c'est indéniable. Jusqu'en 2016, la taxe d'apprentissage, le reversement CIF, et bien entendu, il va falloir qu'ils mettent en place, mais aussi qu'ils suivent au niveau des entreprises, donc individuellement, le CPF. Donc je crois que là, en fin de compte, il va falloir que, aussi bien s'agissant des directions, des organes qui ont la responsabilité de suivi du CPF, mais aussi des partenaires sociaux, qu'il y ait une synergie pour faire en sorte que les choses avancent pour le mieux. J'ajouterai pour ma part, pour revenir à ce qui a été dit préalablement, il est vrai qu'on pourrait
pourquoi pas utiliser le CPF pour apporter aux salariés, singulièrement ceux qui ont les plus bas niveaux de qualification, des qualifications sur les connaissances de base. Mais il me semble que nous avons tout intérêt, dans la mesure où nous avons affaire à des salariés qui souhaitent monter en compétences, qu'il faudrait justement utiliser le CPF pour des compétences techniques liées au poste de travail, quitte à mettre encore une fois en synergie avec, entre autres, la NLCI, des systèmes de formation concomitantes. Voilà. Garde ce mot synergie. Il faut une synergie entre les services RH, l'entreprise, l'OPCA, les salariés, les représentants des salariés. Et donc, pour élaborer ce plan de formation et mettre en place l'ensemble des dispositifs qui, désormais, doivent nous permettre d'aller plus loin, puisqu'on a dit qu'on met la formation au cœur du dialogue social. Je vais me tourner vers M. Larcher à nouveau. Et c'est vrai qu'on parle de synergie, mais dans le même temps, il faut aussi parler financement. Les financements, notamment la collecte, au niveau de la collecte, les financements obligatoires, les cotisations obligatoires diminuent, notamment pour les grandes entreprises. Est-ce que vous pensez que ce 1% devrait permettre de financer l'ensemble des besoins de formation des entreprises? Est-ce que ce sera, selon vous, suffisant? Alors, aujourd'hui, l'obligation fiscale fixait un taux à 1,6. Dans la pratique des entreprises, bien souvent, ce taux était plutôt proche de 3%. Donc on était déjà sur des taux très importants malgré l'obligation des 1,6. La volonté des signataires de l'ANI, c'est premièrement, c'est de renforcer la mutualisation au profit des moins de 10. C'est un point qui est important. Le deuxième point, c'est de simplifier le dispositif de formation avec un seul collecteur et un taux unique. Et le troisième point, c'est effectivement ce taux de 1% qui est vraiment un minimum. Tout à l'heure, j'ai effectivement précisé que les entreprises se devaient de s'adapter au marché et que la meilleure façon de s'adapter au marché, c'est de former ses collaborateurs. Il est clair que les entreprises, certes, il y a cette obligation de 1% minimum, mais il est clair que leur volonté de s'adapter au marché fera sans aucun doute que le taux réel donc engagé dans la formation professionnelle sera au-dessus de ces 1%. C'est une réalité au niveau du monde de l'entreprise. Plus nos collaborateurs sont formés, mieux nous pouvons répondre au marché, avoir des produits performants. Nos entreprises sont de plus en plus orientées dans des métiers de service. Et l'évolution des métiers de service est telle, notamment avec les TIC, que les entreprises sont obligées de former leurs salariés de façon très très régulière. On pourra faire le point de cela dans 5 ans et on verra effectivement quel sera le taux réel des entreprises, de l'engagement des entreprises de la formation à ce moment-là. L'entreprise n'est pas liée à la cotisation. Imaginons que vous ayez de gros besoins de formation par rapport à des projets, vous ne resterez pas à votre obligation fiscale. Non, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est en crise va rester à l'obligation fiscale parce qu'elle sera obligée de faire une coupe dans l'ensemble de ses charges. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises aujourd'hui en Martinique qui ont des baisses d'activité de l'ordre de 20 à 30%. Des entreprises importantes et des petites entreprises aussi. À ce moment-là, le chef d'entreprise est amené à réduire ses coûts et c'est vrai que le budget formation peut être un des moyens de réduction de ses charges. Quand l'entreprise, par contre, est en situation de développement, quand elle est sur un marché qui se développe, et on a des entreprises en Martinique qui sont dans des situations plutôt positives et de croissance d'activité, à ce moment-là, vous devez répondre à une évolution du marché et la formation est le moyen principal au niveau des collaborateurs. Je vais peut-être un petit peu choquer nos amis syndicalistes, mais peut-être plus que le salaire. La formation est un moyen de rendre les collaborateurs plus compétents et plus impliqués dans leur emploi. N'oublions pas aussi un point important en Martinique, c'est que nous sommes parfois, hélas, dans certains métiers, loin des centres de formation. C'est-à-dire que nous partons à l'extérieur pour les formations, ce qui fait des coûts importants. Ou nous faisons venir des formateurs spécialisés de l'extérieur, ce qui représentent des coûts importants. Nous ne pouvons pas, hélas, dans certaines entreprises, dans certains métiers très techniques,
trouver localement les formateurs pour ces métiers. Donc le coût de la formation en Martinique n'est pas le coût de formation en Île-de-France. Nous avons noté les coûts effectivement diminuent, mais en fonction de la situation des entreprises, la formation restera un moyen d'accompagner les salariés pour être plus performants. J'ai noté aussi que vous avez retenu le fait que la loi allait vers le renforcement de la mutualisation en faveur des moins de 10. Alors je vais me tourner vers M. Richol, sachant que la loi favorise quelque part les moins de 10, et ce n'est pas une question piège. La CGPME n'était pas signataire de l'ANI. Alors pour vous, est-ce que vous pensez que ces accords mettaient en difficulté les petites entreprises ? Oui, c'est là où nous avons une divergence, c'est que M. Larcher l'a bien dit, les secteurs en crise s'arrêtent à 1%. Les très petites entreprises, les moyennes entreprises, en tout cas la Martinique, ont besoin de formation renforcée. Mais comme ils sont en difficulté, ils n'auront pas au-delà. Et justement, le système de péréquation permettait, quand c'était pour les grandes entreprises légèrement plus élevé, ça permettait en fait de réfléchir un certain nombre de budgets vers ces entreprises qui en avaient besoin. Aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué et tout le monde sera plutôt vers un nivellement par le bas. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles au niveau de la CGPM, on n'est pas d'accord avec cette approche, parce qu'on n'est pas du tout convaincu que ça va aider les très petites entreprises et les moyennes entreprises, bien au contraire. Alors restons sur les financements. On va en terminer sur cette question avec une dernière question. Ma question sera à M. Daniel Roubin. Elle concerne le financement de la taxe de l'apprentissage en fait, et en particulier la taxe d'apprentissage. Donc vous êtes très concerné par cette question de l'apprentissage et vous avez souhaité un certain nombre d'avancées en la matière, notamment en matière de collecte et de gestion des fonds de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, 1000 excuses pour mon arrivée tardive, mais je ne sais pas qui a structuré un peu mon agenda aujourd'hui, mais je me retrouve en même temps que cette manifestation, avec mon collègue Daniel Marie-Sainte, donc présider une commission formation professionnelle ce matin et une commission permanente cet après-midi. Donc mes dons d'ubiquité me permettent d'être à peu près partout, mais malheureusement pas à l'heure. Alors, cette question est importante et je souhaite l'élargir un petit peu parce que c'est vrai que ça concerne l'apprentissage, mais pas seulement, finalement, puisque nous avons à connaître des évolutions qui sont très significatives et qui peuvent mettre en péril, j'emploie le terme à dessein, la capacité qu'auraient les entreprises martiniquaises à pouvoir se financer dans le cadre de la formation dans de bonnes conditions. Nous avons un équilibre qui a été créé avec quelques grands opérateurs, on va dire, donc quelques grands OPCA, notamment donc Opcalia. Président, je suis désolé. Je suis obligé de citer l'opérateur le plus proche de nos entreprises, puisque AGFOS PME, malheureusement, nous a quelque peu abandonnés, voilà, à mon grand désarroi. Et que nous nous retrouvons donc avec Constructis, donc ex-ARF-BTP, avec le FAFCA. Et nous avons donc, compte tenu de la réalité de notre structuration économique, à faire l'objet aujourd'hui d'éléments de vigilance. Notre petit marché martiniquais doit aujourd'hui se protéger pour que chaque euro collecté en Martinique serve aux salariés martiniquais. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui confrontés à une difficulté. Les pratiques d'un certain nombre d'OPCA, et je mets de côté volontairement les collecteurs locaux, nous conduisent à avoir affaire, c'est un mot très à la mode, à des boîtes noires dans lesquelles nous ne savons pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des collectes qui sont opérées, donc on prend de l'argent, les entreprises martiniquaises, elles servent
pour celles qui ont un plan de formation, qui font de la GPEC, au fonds GESIF aussi, puisque on finance le congé individuel. Et nous ne sommes pas en capacité de savoir si l'intégralité des fonds collectés sont utilisés au service des entreprises et des salariés martiniquais. Alors, dans le contexte dans lequel nous sommes, de concentration du nombre d'OPCA, et je rappelle ce que je disais ce matin, OPCA, OPTA, ils vont fusionner dans un certain nombre de cas de figure. Les grands opérateurs nationaux vont être très tentés, et cela a déjà commencé, de venir voir ce qui se passe ici, en Martinique. C'est pour ça que notre réflexion aujourd'hui est à deux niveaux. Donc sur les OPCA, faire en sorte, et ça fait partie des discussions que nous aurons très prochainement avec la DIECT et les partenaires sociaux, faire en sorte qu'il y ait un instrument, un outil, alors peut-être le CREFOP, ça fera partie des discussions, qui soit en capacité d'habiliter les collecteurs sur notre territoire. De telle sorte qu'on privilégie deux niveaux. Le premier, c'est le service de proximité rendu aux entreprises, monsieur le président de la CGPME. Service de proximité rendu aux entreprises. La gouvernance, faire en sorte que les partenaires sociaux soient amenés à être ceux qui décident pour les dossiers portés par les entreprises martiniquaises. Et le troisième niveau, ce que nous attendons, nous, grands financeurs de la formation, c'est de la transparence. Pour que nous soyons en capacité, là aussi, d'avoir de vrais partenariats. C'est pour ça que, je ne vais pas citer, mais lorsqu'un des grands OPCA vient ici en Martinique présenter comment dire, sans être trop désobligeant, c'est son offre de service, vendre sa soupe, j'ai du mal à considérer que la région puisse être invitée au même titre que n'importe lequel des partenaires de la formation pour ingurgiter ce breuvage. Donc, et ça ne fait que commencer. Donc si nous voulons être responsables et préserver notre tissu d'entreprise, il nous faut organiser autour de la nouvelle gouvernance la protection des entreprises et des salariés martiniquais. Concernant l'apprentissage, la question est encore plus épineuse. Parce que si nous sommes en capacité aujourd'hui de pouvoir évoquer ces sujets, c'est que le législateur a déjà orienté le débat. En ce sens qu'il préfigure finalement un collecteur unique, avec un fléchage orienté vers une compagnie consulaire, en l'occurrence la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. C'est bien méconnaître la réalité, je dirais, de ce qui est fait chaque année par bon nombre d'opérateurs pour justement être en capacité de drainer vers eux cette collecte. Alors que va-t-il se passer demain? Et c'est toute la question qui se pose à nous, et notamment, donc, monsieur le président de la Chambre était là ce matin, comment est-ce que l'on va tout à la fois s'inscrire dans ce que le législateur a souhaité, mais en même temps préserver cette source de financement pour bon nombre d'organismes de formation. On parle de l'apprentissage, mais ça va bien au-delà, parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose à nous est donc de voir comment, par rapport aux ambitions que nous avons sur l'alternance de façon générale, et les contrats d'apprentissage de façon particulière, nous allons pouvoir réellement amener ce navire à bon port. Et j'ai peur que si nous ne sommes pas, et c'est l'enjeu de ce que nous avons mis en œuvre, que je partage avec vous, nous avons provoqué, parce que vous savez que les décrets d'application sont sur le bureau, là, ils sont en cours d'être rédigés, et que nous avons réuni l'ensemble de l'outre-mer, ou des outre-mer, c'est plus correct, paraît-il, l'ensemble des outre-mer pour justement essayer de faire valoir un point de vue commun sur ces questions. Parce qu'il n'était pas question que nous soyons livrés chacun à nous-mêmes sans avoir la possibilité de s'assurer qu'il y aurait donc une vision commune, donc partagée, et surtout donc la capacité à inscrire pour nos régions ce que nous souhaitons dans une démarche de dérogation. Voilà.
Avec cette intervention, nous entrons vraiment dans le cœur du sujet parce qu'en fait, la question centrale, c'est celle de la gouvernance. Désormais, la gouvernance locale, je vais dire régionale, se fait au travers d'un organe qui est désormais le CREFOP, qui aura des missions un petit peu différentes de celles du CCREFP et qui aura surtout un bureau et un bureau quadripartite. Au sein de ce bureau, on va retrouver l'État, la région, mais aussi les partenaires sociaux, employeurs et salariés. Et ça m'incite à poser une question à deux membres très actifs du CCREFP, que sont Charles Larcher et Éric Bellemare. Chacun de votre côté, vous êtes membre du CCREFP, vous êtes présent à un certain nombre de commissions. Pensez-vous que la création de ce bureau et le quadripartisme, j'ai de la difficulté à le prononcer, soit une avancée notable? En quoi? Et quel intérêt pour l'organisation que vous représentez? Alors, comme M. Bellemare est juste à côté de moi, je vais lui passer la parole tout de suite avec mon micro. Oui, alors, quel intérêt? L'intérêt, c'est déjà de pouvoir, dans un premier temps, animer les politiques de formation au niveau régional. Deuxièmement, de mettre en coordination ces politiques avec les politiques régionales. Mais troisièmement aussi, c'est de pouvoir participer à l'élaboration des listes de formation éligibles au contrat, au compte personnel de formation. Ces listes qui devront être en adéquation avec la réalité économique de notre pays. C'est-à-dire ne pas faire des formations pour faire des formations, mais des listes de formation qui sont établies en fonction soit de niche, soit d'opportunités, soit quelque chose qui réponde aux besoins et non pas qui crée des illusions, mais des listes qui soient vraiment, non pas le plafond de verre, mais le reflet de notre réalité et qui puissent répondre aux besoins des partenaires sociaux. Alors, quant à la gouvernance quadripartite, bien que nous ayons toujours prôné, le paritarisme. Le paritarisme est toujours ce qui a amené du progrès social dans ce pays. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, la sécurité sociale, l'UNEDIC, et j'en passe. Bon, la gouvernance quadripartite est positive parce que, régionale, parce qu'elle rapproche la notion de proximité, mais elle est positive si elle est claire et transparente. Claire et transparente, conformément à la législation et à la réglementation. Ce qui est défini par l'ANI soit appliqué et non pas qu'on cherche à faire des adaptations. Et puis, que soient définies également les compétences de ce bureau. Parce que appartenir à un bureau, pour dire qu'on appartient à un bureau, quelles seront la capacité, les prérogatives et la capacité décisionnaire de ce bureau? Est-ce que ce sera un homme, une voix, une organisation, une voix? Comment seront définies les prérogatives de ce bureau? Et puis, ensemble, je pense que au nom de mon organisation syndicale, Force ouvrière, je pense qu'il est peut-être temps aussi que nous retrouvions tous un espace commun de dialogue pour sortir ce pays et le faire progresser. Je vais juste demander à Jean-Philippe s'il veut dire deux petits mots sur le bureau, parce que, voilà. C'était des acrobates. Oui, non, en tant que juriste, quand je regarde cette caisse à outils, j'essaye de regarder ce qui change par rapport à avant. Et
Donc ce qui change par rapport à avant, me semble-t-il, c'est l'apparition des fameuses COPAREF. Je ne sais pas où vous en étiez sur le dialogue social au niveau territorial entre les partenaires sociaux. Est-ce que la COPIR de la Martinique était productrice de synthèse entre les points de vue des uns et des autres? Mais la loi introduit un lieu de débat entre les partenaires sociaux. Et je pense que déjà, entre eux, il faut qu'ils définissent une stratégie territoriale. L'expression du paritarisme se faisait jusqu'à présent par des négociations, par des accords. On a créé des instruments de collecte qui ont marché, les fameux fonds d'assurance formation. Et puis, les partenaires sociaux ont tenu à clarifier ce qui relevait de la gestion des opérateurs des partenaires sociaux, que sont les OPCA, des structures politiques. La fameuse CPNE au niveau de la branche professionnelle a trouvé très vite sa légitimité et son positionnement politique. Et au niveau des CPNE de branche se définit donc des stratégies en développement de certification, en développement de publics prioritaires, et la loi a encouragé ces politiques de dialogue social pour définir des curseurs avec les déclinaisons des dispositifs de la professionnalisation ou du droit individuel à la formation, où au sein des accords et des CPNE donc se sont fixés les publics et les actions prioritaires. Au niveau des COPIR, ça a toujours été compliqué. Autant la stratégie verticale avait sa tradition, la stratégie territoriale, horizontale, au niveau national, elle existe, mais au niveau territorial, elle est plus difficile à construire. Il faut, à mon avis, faire l'exercice. Je crois qu'il faut que les partenaires sociaux de la Martinique déjà créent leur maison paritaire, aussi puissante que les CPNE des branches professionnelles, en intégrant une dimension territoriale. Le président l'a dit, la Martinique a des intérêts à défendre, et c'est vrai qu'il y a une réalité de la région Martinique, c'est son caractère insulaire. Et l'avantage, c'est que ça ne peut pas se changer à Paris. Donc, pour le découpage du millefeuille, remembrer des îles, c'est moins facile qu'un territoire qui a eu une histoire aussi de ses frontières. Donc, cette réalité a des avantages, c'est des atouts, et puis des inconvénients. Vous êtes un peu loin. Je ne vais pas développer d'autres sujets sur ce point, mais en tout cas, les partenaires sociaux de l'île martiniquaise doivent réfléchir en commun sur ce qu'ils partagent comme stratégie à court terme, moyen terme, long terme, et ce qu'ils veulent construire. Il y a un enjeu fort, c'est le fameux CREFOP, c'est la fameuse conférence des financeurs, le fameux bureau des financeurs. Donc il y a, à mon avis, une sorte de stratification de lieux de réflexion. En tout cas, la loi de 2014 va plus loin que la loi de 2009. Il s'agit bien de mettre ensemble, de faire mieux ensemble qu'avant, et d'être dans le long terme dans cette construction. Donc je crois qu'il faut bien penser à la COPAREF, et ensuite le CREFOP. Et ce CREFOP doit se pencher très vite sur des questions, et c'est ça que je le disais un peu rapidement ce matin, c'est une réforme qui crée le mouvement. Le CPF, c'est 2015, et il y a ces listes à produire, il y a ces opérateurs régionaux du Conseil en évolution professionnelle qu'il faut mettre en place, et la loi nous dit que la structure qui va se pencher sur ces sujets-là, c'est le fameux CREFOP. Donc il n'y a plus de temps à perdre, il faut absolument mettre en place ces instances. Oui, Monsieur Larcher, sur le quadripartisme. Et effectivement, pour le MEDEF Martinique, la priorité, c'est de trouver le consensus large avec le Conseil régional pour définir les formations utiles aux entreprises et les formations donc éligibles donc au CPF. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous sommes
déjà engagé et nous souhaitons que se mette rapidement en place le COPAREF pour que cela puisse se réaliser. En ce qui concerne le CREFOP, nous sommes tout à fait favorables à prendre notre part au niveau des responsabilités qui nous incombent pour que cela se mette en place rapidement. Une question à M. Lustig sur le quadripartisme et sur la décentralisation, puisque en fait avec l'acte 3, l'État on va dire achève la décentralisation de la formation. Comment concevez-vous le rôle de l'État au sein de ce CREFOP ? Je savais bien que lors de ma première intervention, j'avais un petit peu été au-delà de la question qui m'avait été posée, puisque, bon, pour le coup, je vais essayer de ne pas paraphraser ce que j'ai dit sur le sujet tout à l'heure, mais rassurez-vous, je ne vais évidemment pas dire l'inverse. Donc, effectivement, le rôle de l'État, et en particulier en Martinique, je ne pense pas, mais je parle sous le contrôle aussi de Daniel Robin, avec qui on travaille effectivement en étroite collaboration sur ces sujets-là. Le partenariat, il sera encore plus présent demain qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui change fondamentalement, et c'est me semble-t-il un bien, et je le réaffirme, c'est la clarification autour de ces sujets-là, où parfois nous étions sur une ligne de partage qui devenait pas toujours tout à fait claire, puisque les liens entre l'emploi, la formation professionnelle, l'orientation sont pas toujours, les lignes ne sont pas toujours bien partagées. Je dirais que là, une clarification nette existe. L'orientation, la formation professionnelle pilotée par la région, l'emploi piloté par l'État, et tout cela ne pouvant se faire que de toute façon avec un partenariat fort et étroit. Et pour le coup, le CREFOP me semble être un lieu tout à fait important et majeur, notamment pour mettre en œuvre et centraliser l'ensemble de ces politiques à décliner, mais aussi parce que d'autres acteurs vont être impliqués dans la gouvernance. Et je rappelle ce que je disais tout à l'heure, les institutions que nous sommes, je parle pour l'État et j'espère pas trahir pour la région, nous avons aussi besoin des remontées de terrain. Donc pour le coup, pour ma part, l'État sera dans un positionnement évidemment proactif et pas du tout en retrait autour de ce CREFOP. D'ailleurs, l'ensemble du dispositif est prévu en articulation avec le service public de l'emploi régional piloté par le préfet, qui sera aussi une instance, je dirais, qui fera partie du paysage. Et je dirais tout cela fonctionnera, et je n'ai aucun doute, fonctionnera de manière articulée. En tout cas, pour ce qui concerne l'État, cette nouvelle gouvernance est vraiment un atout. Et d'ailleurs, nous avons même commencé à en discuter avec Daniel Robin, même si les textes vont finalement bientôt sortir, a priori, même si on n'en a pas la date, mais forcément que nous allons éminemment convier à des travaux de préfiguration l'ensemble des parties prenantes au CREFOP, ce qui peut nous permettre, en amont même des textes, je dirais, de pouvoir nourrir notre propre réflexion régionale, même si, et je m'en réjouis, autour de cette table ronde, les idées sont déjà bien affirmées, bien claires, et puis on est tous un petit peu mobilisés autour de cet enjeu, qui est finalement à l'arrivée, c'est aussi le dialogue social qui est en jeu. Alors, M. Bellemare souhaitait intervenir avant la dernière question. Parce que j'entends parler de gouvernance. J'aimerais bien qu'on me précise la composition de cette gouvernance telle que stipulée par l'article 45 de l'ANI. Oui, c'est donc qu'il la connaît. Et donc, je pense que d'après ce que les informations, et Jean-Philippe me corrigera, dont je dispose, les conclusions de l'ANI ont été reprises dans la loi. Donc, c'est représentants de l'État, de la région et des partenaires sociaux. Alors, il y a une formulation derrière que je vais retrouver et qui a son importance. Donc, un représentant pour les partenaires sociaux, un représentant de chaque organisation professionnelle et syndicale, représentative au plan national et interprofessionnel. C'est bien ça ? Voilà, merci.
Alors, ma dernière question sera à Monsieur Daniel Robin. Ce sera plusieurs questions en une, puisque, en fait, malheureusement, on ne va pas rappeler Voilà, je m'arrête là. Et donc, je disais que la région se voit chargée d'un certain nombre de responsabilités nouvelles avec cette loi. J'ai deux questions en une. La première, c'est pourquoi avoir fait le choix d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce que la loi confiait aux régions en termes de responsabilité en demandant cette habilitation? Première question. Et deuxièmement, puisque la région aura beaucoup de responsabilités désormais, quels seraient vos dossiers prioritaires? Alors, sur le premier volet, même si je pense que le plus important finalement, c'est certainement le second, qu'est-ce qui fait que nous avons été dans une démarche d'habilitation? D'abord, je vous rappelle que ce projet de loi a connu beaucoup d'atermoiements et de retards. C'est que nous l'attendions, et nous avions d'ailleurs ici même reçu M. Repentin au mois de mars 2013, et que la réalité de la vie des portefeuilles ministériels fait que, sans que la Martinique n'y soit pour rien, quelques jours après son passage, il n'était plus ministre de la formation professionnelle. Donc nous avons eu à participer à beaucoup de rencontres et à beaucoup de réunions jusqu'à nous forger une vision. Voilà. Et de cette vision, il nous semble important que la collectivité régionale aujourd'hui, demain la collectivité territoriale de Martinique, soit le plus en amont possible mobilisée sur les questions transversales. Je le répète, je crois, chaque fois que j'interviens, la formation n'est pas une fin en soi. Donc elle doit être au service d'un projet de développement et des acteurs donc, qui font ce développement. Et partant de là, sa finalité, donc, c'est d'amener des compétences aux organisations, aux entreprises qui sont impliquées dans un processus de développement. Et donc, nous nous sommes dit, mais ça commence où et ça s'arrête où? Et je rappelle que nous étions en discussion sur un bout de strapontin dans le cadre du SPO, un service qui n'était pas tout à fait le SPO tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais en tout cas qui préfigurait le service public de l'orientation, avec Pôle emploi en chef de file. Et nous nous sommes retrouvés en fait à participer à des réunions où, grosso modo, nous n'avions pas réellement notre mot à dire. Voilà. Ça se passait très bien autour de la table, hein, mais je crois qu'il y avait une vraie difficulté, c'est que la multiplicité des intervenants dans les processus de décision nécessitait clarification, sans que nous ayons à jouer des coudes en tant que conseil régional pour pouvoir être légitime du CRE, hein, puisqu'il y avait conseil régional de l'emploi, jusqu'au SPER, qui fonctionne encore toujours. Il y en a un bientôt, je crois. Oui. En passant par tout ce qui concourt de près ou de loin donc, à la mise en œuvre d'un process ambitieux de développement des compétences. Voilà. Donc de ce fait, nous avons souhaité positionner clairement la collectivité régionale, non pas dans une démarche, je dirais, d'injonction par rapport aux autres acteurs, mais au contraire, pour dire que nous souhaitions qu'il y ait autour de la collectivité régionale, reconnue et consacrée chaque fois que nous avançons comme étant le chef de file en matière de formation professionnelle, comment être pleinement et en plein exercice cet acteur et ne pas avoir droit de citer sur ce qui est juste adjacent. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons dans un premier temps réfléchi, mais d'une manière très opérationnelle. Ensuite, bien évidemment, la démarche d'habilitation est une démarche politique. Voilà. Donc il s'inscrit pour nous dans quelque chose que le peuple martiniquais a choisi, à savoir l'article 73, et qu'il nous fallait donc explorer toutes les possibilités de cet article et faire en sorte que ce que nous avions fait pour l'énergie, pour le transport, nous puissions le décliner aussi sur la formation. Mais l'enjeu, encore une fois, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est que nous sommes dans un contexte martiniquais, et c'est la réalité de la deuxième partie de la question. Quelles sont les priorités, quels sont les enjeux ? Et nous les avons bien, je crois, identifiés, posés lors de nos assises au mois de décembre dernier, et puis ils ne se sont pas démentis depuis. Il suffit d'avoir une photographie
assez précises de la Martinique. Un, de sa décroissance démographique, du vieillissement de sa population, du niveau de la demande d'emploi, de la part des jeunes dans cette demande d'emploi, pour considérer qu'il y a autour des questions, je dirais, de l'insertion, je dirais, même pas professionnelle derrière, des enjeux sociétaux. Parce que si nous ne sommes pas en capacité, et j'ai envie de dire aujourd'hui, avec une cible affirmée qui est celle des jeunes, traiter la question de la formation des jeunes sans traiter tout ce qui est en amont, santé, transport, hygiène, enfin tout ce qui est de nature, à faire en sorte qu'on puisse être en capacité ne serait-ce que d'aller au centre de formation. Si on n'est pas en capacité d'assurer cela, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. On peut dépenser des millions d'euros, passer des marchés et avoir de remarquables organismes de formation. Si, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, les actions de formation ne sont pas remplies, je pense qu'on est à côté du problème. On n'arrive pas à le régler, à le résoudre. Quand on n'est pas en capacité, et là je balaye devant notre propre paroisse, de dire mais notre façon aujourd'hui d'acheter, est-ce qu'elle est totalement conforme tout à la fois aux besoins des acteurs du territoire? Je reviendrai sur ce que Charles Larcher a dit tout à l'heure, parce que je ne partage pas tout à fait. Mais deuxièmement, est-ce que notre approche même de la territorialisation des actions de formation est pertinente? Est-ce que nous avons, à travers les démarches qui ont été posées, les démarches prospectives qui ont été posées, et la gouvernance même du suivi qui a été apporté, est-ce que nous sommes pertinents? Est-ce que nous sommes pertinents? Voilà. Quand j'entends un opérateur majeur de l'île exprimer le fait que ces salariés vont les former à l'extérieur de la Martinique, je ne veux pour autant pas ignorer les milliers de salariés qui sont quand même formés ici par vous. Quand même, pour que je sois dite. Donc, ce qui veut dire que nous devons, et si je réponds précisément à la question, nous avons à travailler la question de l'offre de formation. Je crois que c'est ça le cœur de notre sujet, l'offre, parce qu'il nous faut être en capacité réellement d'apporter des réponses à nos acteurs. Il y a un enjeu majeur, parce que c'est la démarche dans laquelle nous sommes engagés depuis longtemps. Il nous faut mieux former les jeunes pour mieux les insérer. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que la loi nous y oblige maintenant, mais il nous faut donc avoir une réponse adaptée à tout profil. C'est-à-dire qu'il nous faut être en capacité, quel que soit le profil de celui qui est en demande de formation, être en capacité d'y répondre. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ingénierie à mettre en œuvre, et que je pense qu'un des éléments clés sur lesquels nous aurons certainement aussi à nous retrouver à travailler, c'est justement sur cette ingénierie, parce qu'elle mérite d'être certainement revisitée. En tout cas, la question mérite d'être posée. L'autre élément que je vais évoquer, mais à l'aube d'un PO, enfin d'un programme opérationnel où la région sera en première ligne, la réalité, comment je vais dire ça pour rester très positif, de l'accouchement de cette nouvelle version du PO a de quoi questionner. Parce que je vous rappelle qu'on va s'engager quand même pour 6 ans et que peu nombreux sont ceux qui ont été aujourd'hui en capacité d'identifier ce qui sera réellement l'alpha et l'oméga d'une manne non négligeable qui va nous accompagner sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on est en train quasiment de boucler la programmation et la réalité, c'est qu'on s'engage sur des masses significatives sans même que l'évaluation du précédent ait été faite dans de bonnes conditions. Je n'engage que moi en le disant, mais je pense qu'il faut être un petit peu en questionnement sur ces questions-là. Voilà. Donc, pour essayer de ramasser ma réponse, je pense que nous avons vraiment un enjeu majeur, c'est de remettre la formation là où elle doit l'être,
C'est-à-dire, donc, c'est un processus transverse qui vient accompagner les acteurs pour leur permettre d'engager donc leur développement. Deuxièmement, avoir une offre par public qui permette effectivement d'être pertinent et performant. Une vraie réflexion sur la territorialisation de la formation à la Martinique. Et au final, donc, agir sur tout ce qui concourt à mettre ceux auxquels nous destinons notre action en capacité d'y accéder. Et ça, je vous assure que c'est un sujet qui me préoccupe au quotidien. Merci à l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Nous n'allons pas nous quitter sans prendre quelques questions dans la salle. Monsieur Marissin, tu avais une première question. Effectivement. Alors, je vous remercie. Il y a 2 micros, je crois. 2 micros. Et donc, je vais laisser notre animateur gérer la question des questions de la salle. Merci. Ce n'est pas pour pouvoir parler d'une question, mais c'est une observation. D'abord, je voulais présenter des excuses. Je n'ai pas pu être là au début ce matin, parce qu'il avait été invité par le président de la commission de formation à une commission de formation. Mais je suis efforcé de rester là parce que j'avais une observation à faire, bien que je dois partir immédiatement après avoir parlé pour rejoindre la commission permanente, qui siège depuis 1 heure. Mon observation est fondée sur ma lecture de l'accord international, l'accord interprofessionnel national, l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a été repris dans la loi et vous avez repris dans l'un des slides là. Et j'ai vu que le camarade de FO a demandé bien qu'on précise. Dans un hebdomadaire qui vient de paraître, dans une tribune, il y a une tribune intitulée « Le grand bond en arrière ». Je crains que si on applique en Martinique, notamment ce qui est prévu dans la loi, on va faire un grand bond en arrière. Puisque j'ai vu que dans la représentation quadripartite, on vise bien pour les partenaires sociaux les représentants régionaux des organisations représentatives au plan national. Cette question, c'est une question qui a déjà fait couler beaucoup de salive en Martinique et beaucoup d'encre. Dans la fin des années 90, c'est un témoignage que je porte, il y a un progrès qui avait été fait. D'ailleurs, c'était Mme Martine Aubry qui était ministre du Travail à l'époque. Elle avait accepté de faire entrer dans le livre 8 du Code du travail. Le livre 8 qui parle des décrets spécifiques à ce que l'on appelle l'outre-mer, je n'aime pas ce terme, même si on le met au pluriel. Mais en tout cas, une notion avait été introduite, la notion de représentativité au plan régional, le domaine de la formation. Cette notion, d'ailleurs, avait trouvé son application dans la composition des conseils consultatifs, en particulier ce qui s'appelle actuellement la CESER, Conseil économique, social et environnemental régional. Avant, ça s'appelle le CES. De même, d'ailleurs, dans ce qui est devenu après le COREF, Comité régional de l'emploi et de la formation, et le CCRF, qui sont chacun des organismes que j'ai cités, leur composition est arrêtée par un arrêté préfectoral. Et à l'époque, les différents préfets successifs ont été très sensibles à ça. Et regardez ces 3 organismes que j'ai cités, la notion qui a été prise pour désigner les représentants, c'était leur représentativité au plan régional. Et d'ailleurs, même l'organisme qui nous accueille aujourd'hui, la GEFMA, lorsque nous l'avons créé, nous avons veillé à ce que, pour la représentation des partenaires sociaux, que l'on prenne en référence leur représentativité au plan régional par le biais de, par exemple, les élections, les résultats des élections au Prud'homme. Même élargi Alors, je mets en garde contre cette affaire-là. Parce que ce serait un retour en arrière et c'est un point de blocage. Je dis ça aux représentants de l'État parce que je suppose que le CREFORM va faire l'objet d'un arrêté préfectoral pour sa composition. Si vous ne voulez pas avoir de blocage et de problème et faire un vrai paritarisme représentatif du terrain martinique, à notre avis, il faut revenir à ces notions
de représentativité au plan régional. Sinon, vous aurez des représentants qui ne représentent pas suffisamment le terrain et les remontées des besoins émanant des entreprises qui existent en Martinique, nous ne pourrons pas les avoir de manière assez complète selon nous. En tout cas, si je parlais sur ma propre expérience, je voulais donc rester pour faire cette mise en garde. Et puis, pour conclure, je veux m'associer à l'observation de mon président. Nous déplorons le retrait de la CGPME du territoire de la Martinique. Il me semble que la GFOS PME, pas la CGPME, la GFOS PME, je crois que vos ressortissants en souffrent. Merci. Jacqueline Tally, je suis de la CDMT. Alors, Monsieur Marie-Sainte, merci beaucoup parce que mon intervention porte sur 2 points. Le fait syndical martiniquais, puisque c'est la question qui est posée, que des syndicats, et notamment la CDMT, est fatigué de poser, a déjà interpellé dessus l'État, la région, et on ne sait plus qui encore. Il ne nous manquerait plus qu'appeler Dieu pour que nous soyons entendus. Mais je pense que Dieu est un petit peu en chacun de nous dans cette salle. Donc, cette fois-ci, je pense qu'il y a un petit peu plus de personnes qui ont entendu et qui vont faire le relais. D'ailleurs, il y a eu des élections dernièrement pour la représentativité des syndicats en Martinique. Et des syndicats martiniquais ont participé à ces élections-là. C'était très mal organisé, personne n'a publié aucun résultat, mais enfin, il y a eu des élections. La CDMT est sortie 2e de ces élections-là, on n'est pas peu fiers. Mais ce n'est pas pour ça que je le dis. C'est pour faire savoir qu'il y a des syndicats martiniquais qui sont représentatifs des Martiniquais. Il n'y a pas que la CDMT, hein, il y en a d'autres. Bon, mais chacun prêche un petit peu pour sa chapelle. Et voilà. Donc, il y a déjà ce point-là qu'il faut examiner. Et je crois que Monsieur le directeur du travail est venu à la maison des syndicats et que j'étais présente et qu'on lui en a parlé. Il a dit « Oui, je vous écoute, je vais me pencher sur la question ». Ça fait 2 ans et on n'a pas eu de retour. Alors, il y a ce point-là. Et puis, il y a un autre point. On parle de spécificité martiniquaise et tout le monde ici a été d'accord pour dire que la majorité, la plus grande partie des entreprises martiniquaises sont des entreprises de moins de 10 salariés. Et je suis très à l'aise pour dire ça ici, parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que ça a à faire ici quand on parle de formation? Tout à l'heure, au déjeuner, j'ai rencontré 2 personnes qui étaient très étonnées que les syndicats soient là. Mais qu'est-ce que vous faites là en tant que syndicat? Et je lui ai expliqué un petit peu. Et qui m'a sollicité parce que, on met en place des formations et, dans le domaine de l'agriculture. Mais les formations sont en place, elles sont payées, il y a le dispositif. Mais on n'a personne. Pourquoi? Parce que dans ces entreprises-là, notamment, ce sont moins de 10 salariés. Les salariés ne sont pas représentés et les patrons ne trouvent jamais le temps d'envoyer quelqu'un en formation, ne trouvent pas nécessaire que les gens aient en formation, mais qu'est-ce que c'est que cette idée un peu farfelue? Et donc, si les entreprises de moins de 10 salariés avaient des représentants, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a un représentant des salariés dans une entreprise? Le représentant, il y a une fois par mois une obligation d'entendre les revendications des salariés. Madame, je m'excuse, quelle est votre question? Je n'ai pas de question, monsieur, je fais une observation. Donc, si vous pouvez, parce que nous avons d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, donc posez votre question, madame. Je n'ai pas de question, mais je continue parce que ce n'est pas souvent que les syndicats ont l'occasion de parler et que je pense qu'il faut que je profite de cette occasion-là. Que je pense que les gens qui sont ici... Si vous pouvez conclure, ça nous arrangerait. Les gens qui sont ici ont peut-être besoin de savoir ce qui se passe vraiment dans le monde du travail. Parce que c'est très bien de parler de formation comme une grand-messe, mais sur le terrain, les choses ne se font pas, monsieur. Il faut que les gens se battent. Il faut que les salariés dans les entreprises se battent. Et quand on est moins de 10 salariés, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de représentants.
Et donc, il y a eu un mouvement, février 2009. À la suite de ce mouvement, il y a eu des accords qui ont été pris pour dire que, oui, il y aurait eu une organisation mise en place pour que les entreprises de 5 à 10 salariés aient un représentant au niveau de l'entreprise. Et on est en 2014 et aucun décret n'est sorti pour qu'on le mette en place. Aucune organisation n'est prévue. Donc je pense que si on veut que les gens profitent d'une formation, il faut qu'ils soient représentés, il faut qu'il y ait des gens dans les entreprises qui rappellent aux chefs d'entreprise qu'ils ont des droits à la formation notamment. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Belmao avait une question? Non, je n'avais pas de question. Je voulais simplement, et c'est dommage que le président, le camarade Marissène soit parti, puisqu'il m'en a parlé. Simplement pour dire que, et je remercie la camarade de sa position, de son opinion, et je suis de ceux qui sont pour que tu t'exprimes. Il faut laisser les camarades s'exprimer, on a peu d'espace où on s'exprime. Ce que je voulais dire, c'est que je suis très à l'aise avec la représentativité. Mon organisation était de celles qui étaient contre la loi de 2008, que nous estimions liberticide. Mais notre position aujourd'hui est de dire on ne peut pas avoir fixé une représentativité par une loi qui s'est exprimée par l'arrêté de mars 2013 qui a fixé les organisations syndicales représentatives, conforté dans cela par les résultats des très petites entreprises, puisque maintenant, suite aux élections des professionnels dans les très petites entreprises, on peut désigner des représentants par branche, par secteur, puisque les élections ont livré leur urne. On ne peut pas avoir fait une loi, c'est pas moi qui fais, il m'a été contre lui. Et puis de même dire, mais oui, mais c'est pas, on va prendre un autre système de représentativité. Moi, je veux bien tous les systèmes de représentativité. Cette loi, je la trouve agève, je la trouve liberticide, je la trouve antidémocratique, parce qu'elle enlève tout droit à toute organisation syndicale de pouvoir librement désigner, notamment ses délégués syndicaux dans les entreprises. Je combats cette loi. Mais pour l'instant, je suis obligé de m'y référer. Et le fait qu'on puisse vouloir me dire, voilà, il y a la loi, mais on peut faire comme ci, comme ça, et finalement, c'est ça qui dessert les salariés. Les welto, on va dire comme ça, avec la loi, et très récemment, je l'ai vécu, les welto avec la loi, ce sont des faits qui ne font que râler le salarié par derrière. C'est ça, c'est rien d'autre, ça ne fait que jouer contre le salarié. Et l'objet de cette loi, c'est de permettre aux salariés d'avancer, de pouvoir évoluer dans son environnement par la formation professionnelle. Mais effectivement, si on désigne camarade, on choisit notre composition, effectivement, c'est un point de blocage. Je ne pas tableau, je ne pas manger toute la crème, je ne pas boire toute l'encre là. On ne peut pas me dire, va aux élections, voici la loi, va aux élections, voici l'arrêté de représentativité, puis après on me dit, mais tu sais, Belmao, tu es bien gentil, mais bon, on va faire comme ça ici c'est comme ça. Effectivement, ce sera un point de blocage. La loi, elle s'impose à tous. J'étais contre et j'y ai participé. Maintenant, il s'agit, comme j'ai dit, qu'on trouve un espace commun de dialogue pour essayer de nous râler pays dans un sens plus positif pour les salariés et pour tous les travailleurs. Ça passe par la formation. Ça passe aussi par l'obligation aussi, parce que cette loi aussi va entraîner une obligation de négocier. Il faudra qu'on parle d'évolution salariale, individuelle, collective. C'est comme ça. Voilà ce que je voulais dire pour préciser ma pensée. J'appartiens à un syndicat martiniquais qui appartient à une confédération nationale. Ça ne me pose aucun problème. Je suis un syndicat martiniquais. Et nul, pour paraphraser quelqu'un, nul n'a le monopole
peut-être plus martiniquais qu'un autre, ou peut-être représenter plus les travailleurs martiniquais que d'autres. Merci. Donc, une question dans la salle en haut. Ah oui, excuse-moi, il y avait quelqu'un qui avait déjà le micro. Oui, un élément d'éclairage. On a évoqué tout à l'heure le paritarisme de manière générale. Là, je vais prendre ma casquette du président de l'IFRTM, l'Institut de formation et de recherche sur le travail de la Martinique, pour dire que le 30 juin, mais la plupart des gens qui sont autour de la table le savent, le 30 juin, il y a un séminaire qui est donc organisé par l'IFRTM sur le paritarisme, notamment dans l'objectif 4 de l'IFRTM, qui est d'améliorer la gouvernance du paritarisme. Donc ces sujets-là, et notamment le phénomène du fait syndical martiniquais, va être, je suppose, le 30 juin, très largement débattu. L'autre éclairage, bon, je n'avais pas prévu d'intervenir là-dessus, mais puisque ça vient d'être soulevé sur le texte qu'à chaque fois on essaye de modifier en disant la représentation des salariés dans les entreprises de 5 à 10, c'est bien la représentation pour les salariés de 5 à 10. Je rappelle qu'il y a une commission paritaire qui existait, dont la dernière présidence est une présidence salariée du syndicat qui s'est exprimé tout à l'heure. Et si les choses en sont à l'état où elles sont là, c'est qu'aujourd'hui, elles n'existent plus, elles ne fonctionnent plus. Donc très clairement, on a aujourd'hui la problématique de la COPIR qui figurait elle aussi dans l'accord du 3 avril 2009. C'est le point 4-4 de l'accord d'avril 2009. Vis-à-vis de ça, aujourd'hui, la structuration de la COPIR qui ne s'est jamais mise en place et donc maintenant de ce qui sera la COPAREF est absolument indispensable. Aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment de mettre en place ce qu'il faut à ce niveau-là. Et les débats qui ont lieu aujourd'hui démontrent bien tout l'intérêt qu'on va avoir tous ensemble, les partenaires sociaux et notamment les outils qui ont été mis en place. L'IFRTM, c'est le seul organisme pour lequel les 11 organisations syndicales de salariés et les 4 organisations patronales ont signé. Il y en a même des administrateurs autour de la table, Éric Bellemare notamment. Voilà, donc aujourd'hui, c'est cette avancée-là qu'on est capable de faire tous ensemble. J'allais dire là encore, nouvelle étape le 30 juin, tous ensemble. Voilà, plus qu'une question, c'était un éclairage dans tout ce qui venait d'être dit. Merci pour l'information. Il y a donc une question derrière. Oui, je me suis présenté ce matin en tant que représentant de la MEP. Je voudrais utiliser cet après-midi une autre casquette, celle de représentant de la CGTM. Juste pour faire une petite réflexion. Suite à l'échange qui vient d'avoir lieu entre Éric Bellemare et la camarade Tali, je crois que pour éclairer un peu l'assistance, sans alimenter le débat, parce que je pense que ce n'est pas le lieu. Je pense également que la presse aura à connaître également d'autres positions. Je vais tout simplement dire qu'il ne faut pas confondre représentativité territoriale et représentativité syndicale. On peut être avoir la représentativité sur le territoire, on peut ne pas l'avoir au niveau syndical. On peut avoir une représentativité syndicale sans être représentatif, tout simplement. Donc, il y a cette confusion qui est alimentée, qu'on utilise sous le vocable de fait syndical martiniquais, qui aujourd'hui, de plus en plus, ne veut rien dire, comme dialogue social, parce que tout le monde le met à n'importe quelle sauce. Mais je crois qu'il ne faut pas faire cette confusion. On peut être sur le territoire sans être représentatif, tout simplement. Donc, il y aura encore une fois, comme disait Bellemare, à rediscuter sur cette question-là. Oui, il y a des syndicats martiniquais, mais le fait d'être syndicat martiniquais ne veut pas dire grand-chose, après tout. Merci pour la précision. Donc, encore une autre question? Non. Bien. Je profite pour remercier nos participants, s'ils peuvent regagner. Donc, merci à M. Daniel Robin du Conseil régional, à M. Larcher du MEDEF, à M. Florent du syndicat des cadres salariés.